ETF par-ci, ETF par-là. Bref, t'as entendu parler des ETF vraiment partout. On t'a toujours dit que les ETF c'était le meilleur actif sur lequel investir. Si tu investissais sur des actifs pendant 10, 20, 30 ans de manière récurrente avec suffisamment d'argent tous les mois, t'allais devenir millionnaire. C'est vrai, il y a de grandes chances, mais si tu choisis les mauvais ETF, et bah il y a aussi de grandes chances que ça se passe pas bien pour toi. Donc dans cette vidéo, je vais te présenter tous les critères à prendre en compte pour investir sur les meilleurs ETF, pour avoir une stratégie d'investissement, on va dire, aussi diversifiée que possible, grâce à ce que permet de faire les ETF que je vais te présenter juste après, très rapidement. Les différents critères à prendre en compte pour une stratégie d'investissement basée sur des ETF. Donc avant de te présenter les 10 critères pour choisir le meilleur ETF pour optimiser au mieux ta stratégie d'investissement, on va voir déjà ce que c'est un ETF. Donc un ETF, c'est un Exchange Traded Fund. C'est un instrument qui te permet d'investir de manière diversifiée. J'aime bien faire le comparatif avec une salade de fruits. En gros, imaginons qu'une pomme, ça soit, on va dire une action Apple, ta poire soit une action Tesla et que bref, tu prennes plein de fruits qui soient différentes actions américaines. Tu vas les couper, tu vas prendre un petit bout et tu vas le mettre dans ton saladier. Et là, tu vas mélanger et tu auras ta salade de fruits avec plein de fruits différents. Et bah, l'ETF, c'est pareil. On peut avoir la même performance que la somme de tous les actifs d'une même géographie, d'une même industrie, bref, qui ont des critères assez similaires. Et par exemple, dans le cas où je t'ai dit avec l'action Apple, l'action Tesla, cet ETF, c'est l'ETF du S&P 500. En gros, dans un instrument, tu vas avoir la performance comme si tu avais les 500 actions américaines. Et si tu voulais vraiment avoir de base les 500 actions américaines, il faut acheter la somme des 500 actions. Ça peut coûter très cher. Puis, tu auras aussi des frais de transaction pour chacun des achats de ces actions. Alors qu'avec un achat, tu peux avoir, avec un achat de, je sais pas, un ETF selon où tu l'achètes, ça peut valoir 50, 100 ou 200 euros. Bref, ça peut valoir ce que tu veux. Tu auras la même performance avec un coût, donc ce que tu vas devoir dépenser pour l'avoir, qui sera inférieur à la somme de tout ce qui le compose. Et donc, pour finir rapidement l'explication avec l'ETF, donc il va dupliquer la performance de ce qu'il est censé, on va dire, doubler. Et aussi, ce qu'il faut savoir sur les ETF, c'est que la performance des ETF est en général à 90% meilleure que la performance des fonds d'investissement qui essayent à partir de leurs connaissances, à l'aide de leurs connaissances, d'avoir une stratégie d'investissement. Mais on s'est rendu compte que la stratégie d'investissement d'ETF, sur 90% des cas, était meilleure que la stratégie des meilleurs fonds d'investissement. Donc ça veut dire qu'il y a des gars qui font les meilleurs outils possibles, qui sont 10, 100, 1000 fois plus meilleurs que moi ou que qui tu souhaites. Et bah ces gars-là, réunis avec tous les instruments, tous les outils Bloomberg qui valent des centaines, voire millions d'euros, ces gars-là, avec tous les meilleurs outils de la planète, ils ont des performances moins bonnes qu'un simple ETF que tu achètes sur ta plateforme d'investissement. Donc c'est pour ça qu'un ETF, si t'es débutant, c'est quand même la meilleure chose à faire. Peut-être que tu te dis ouais, c'est trop simple, c'est pas assez marrant, je m'amuse pas assez, j'achète pas une action Apple, j'essaye pas de timer marché. Bref, certes, c'est pas le plus cool. C'est avec ces instruments que tu auras la probabilité de gagner le plus d'argent la plus forte. Donc si t'es débutant, même si t'es intermédiaire, même si t'es avancé, les ETF, ça reste quand même une des meilleures stratégies. Et en plus, tu le couples au DCA, bref. Là, c'est une des meilleures stratégies. Donc voilà, après t'avoir expliqué rapidement ce que c'était les ETF et après t'avoir expliqué pourquoi c'est l'une des meilleures stratégies d'investissement, on va voir dans cette vidéo les 10 meilleurs critères pour choisir le meilleur ETF. Donc le premier critère à prendre en compte, ça va être le type d'actif. En gros, pour commencer, ça va être primordial pour toi de sélectionner. Ça sera quoi le type d'actif que ton ETF va un peu dupliquer. Tes principales options, ça va être actions, obligations, crypto-monnaie, bref, tu en as d'autres aussi. Ça, c'est les principales. Et en fonction de ton choix d'investissement sur quel type d'actif, ce simple choix, le premier choix, il va déterminer 60% de ta performance. Parce que selon ta classe d'actifs, tu auras une rentabilité couplée à un risque qui sera différente. Si tu choisis sur des crypto-monnaies, tu auras certes une rentabilité beaucoup plus élevée, mais ton risque qui sera beaucoup plus fort. Tu vas sur les actions, rentabilité quand même élevée, à peu près 10% par an, mais tu as un risque qui est quand même plus fort. Si tu vas sur les obligations, tu as un risque qui est assez faible, mais tu as une rentabilité qui est aussi assez faible. Donc, il faut que tu connaisses ton risque, il faut que tu connaisses là où tu es prêt à aller selon ton profil de risque, et ensuite tu pourras dire que le type d'actif sur lequel tu souhaites te positionner, c'est X, Y ou Z. Si tu sais pas trop, je te conseille, même si je suis pas conseiller en investissement, mais en général quand on sait pas trop, les actions c'est bien parce que c'est pas le plus risqué ni le moins risqué. Donc pour commencer, ça peut être assez sympa. Par exemple, un ETF, si tu souhaites investir sur le marché action de manière mondiale, tu auras le ETF MSCI World. Et donc, comme je te l'ai dit, tu pourras investir sur le marché action de manière mondiale. Donc, certes, tu n'auras pas la meilleure rentabilité sur les actions, mais ton risque sera aussi plus faible. Et tu te dis, j'investis sur la classe d'actifs des actions de manière mondiale.
Donc le deuxième critère à prendre en compte, ça va être ton sous-jacent. Donc en gros, imaginons que tu investisses sur les actions. Sur les actions, tu pourras être encore plus spécifique. En gros, dans les actions, tu souhaites investir sur quoi? Tu pourras choisir ta géographie. Donc là, dans l'exemple précédent, on a dit le monde. Ta géographie, elle est mondiale, mais tu peux être plus spécifique en disant marché français, marché européen, marché américain, marché nord-américain. Tu peux aussi dire sur quelle industrie. Industrie, je sais pas, pharmaceutique, industrie éolienne, industrie du retail, industrie du luxe, bref, tu as plein de choix possibles et le sous-jacent va être aussi un grand déterminant de ta performance. Et dans cette vidéo, donc les critères de 1 à 10, le 1 c'est celui qui aura le plus gros impact et le 10 le plus faible, mais ils sont tous à prendre en compte. Donc le numéro 2, ton sous-jacent, ça va être sur quel type de sous-jacent tu souhaites te positionner, en ayant en connaissance que pareil, plus tu vas aller sur un sous-jacent qui a eu des performances passées élevées, plus son risque a de grandes chances d'être élevé. Donc ça, c'est un élément à prendre en compte. Pour te donner un exemple, l'ETF Invesco Solar, donc c'est un ETF qui va te permettre d'investir sur le secteur donc des entreprises qui ont une activité qui est liée à l'énergie solaire. Donc si toi tu as des convictions que l'énergie solaire c'est vraiment le futur, tu y crois à 100%, cet ETF il peut être adapté pour toi. Le sous-jacent, ça peut être l'industrie et la géographie. Par exemple, si tu souhaites par rapport à une industrie et un secteur en particulier, tu as ce ETF là. Le critère numéro 3, ça va être l'émetteur de cet ETF. Pour le faire, il faudra aller sur des noms connus et qui ont un gros historique. Ne cherche pas à dire celui-là il est pas connu, celui-là il est peut-être plus avantageux. Dans le marché des ETF, ceux qui ont le plus gros track record, donc ceux qui ont le plus gros historique, c'est ceux avec lesquels tu vas prendre le moins de risques. Et comme t'es sur des ETF, ça veut dire que normalement tu cherches à diversifier, minimiser ton risque en ayant une rentabilité acceptable. Donc si tu souhaites vraiment être dans cette logique-là, va plus sur des ETF avec un émetteur qui est connu, et là tu vas minimiser encore plus ton risque. Sachant que ils sont connus, ils ont en général des belles performances, même si en général c'est indexé par le type d'actif sous-jacent. Ils traquent bien l'indice sur lesquels ils doivent performer. Donc en général, quand tu prends les plus gros, c'est en général là où tu auras le moins de surprises et c'est en général là où ça va mieux se passer pour toi. En général, tu as quasiment que des avantages. Et donc comme je dis, pour les émetteurs connus, ça peut être BlackRock, Vanguard, ça peut être aussi Lyxor en France. Donc voilà, je vais te mettre aussi à l'écran, juste ici, une liste d'émetteurs que tu peux prendre en compte. C'est mon avis personnel. Comme je dis, cette vidéo, c'est pas du tout un conseil en investissement, c'est uniquement mon avis, je te partage mes connaissances. C'est pas du tout un conseil en investissement, c'est ce que je dirais au moi de Nicolas qui avait 18 ans. Donc voilà, prends cette information comme tu le souhaites, fais tes propres recherches comme partout. Mais voilà, c'est les informations que je partagerai au Nicolas de 18 ans. Le critère numéro 4, ça va être le montant d'actifs sous gestion. En général, quand tu vas prendre un bon émetteur, le montant d'actifs sous gestion va être élevé, mais plus ton montant d'actifs sous gestion va être élevé, plus ça veut dire que ta probabilité qu'il y ait un problème, elle va être faible. Plus tu as de montants d'actifs sous gestion sous cette ETF, plus il y aura des personnes qui auront mis de l'argent, tout simplement. Et donc, plus la gestion par l'émetteur va être importante, plus ils vont se soucier de ça, parce qu'il y a beaucoup d'argent, donc ils vont plus en prendre soin, plus faire attention, il y aura moins de problèmes. Donc c'est pour ça. Donc, en général, si tu vas sur le marché action américain, si tu prends les top émetteurs, tu n'auras jamais de soucis. Même si tu prends un top émetteur sur un truc hyper spécifique que pas grand monde connaît, qui viennent de lancer, tu peux avoir un risque un peu plus élevé, même si je te dis pas forcément que tu auras un problème. Mais tu vas minimiser ton risque en allant sur des ETF avec des montants d'actifs sous gestion assez élevés. Par exemple, l'ETF du S&P 500 SPDR, donc c'est un ETF qui réplique le marché américain, le S&P 500. Cet ETF a des milliards d'actifs sous gestion. Donc là, quand tu as plus d'1 milliard, c'est comme un bon indicateur. Pour donner un exemple, l'ETF SPDR qui réplique le S&P 500, il a des milliards de dollars sous gestion. Donc quand tu as plus de 1 milliard de dollars sous gestion, c'est un bon indicateur où tu vas minimiser ton risque qu'il y ait un problème sur cet ETF. Le critère numéro 5 à prendre en compte, ça va être la politique de dividende de cet ETF. En gros, comprendre comment cet ETF gère la politique de distribution des dividendes, ça va vraiment être crucial sur ta performance. Par exemple, l'ETF Vanguard Dividend Appreciation, il va suivre des entreprises américaines avec un versement de dividendes croissant. Et donc si tu es un investisseur en quête de revenus stables, ça peut être une bonne option pour toi. Aussi, un autre élément à prendre en compte, c'est est-ce que ton ETF est capitalisant. En gros, est-ce que quand dans ton ETF, les entreprises qui sont dans cet ETF elles versent des dividendes, ça s'ajoute à ton ETF, oui ou non. Donc ça, c'est un élément à prendre en compte, ça dépend de ta stratégie. Donc voilà, c'est un élément à prendre en compte. L'élément numéro 6, ça va être le taux de change.
Le taux de change, ça peut énormément influencer tes rendements. Donc si tu achètes un ETF sur le marché action américain, ton ETF il va être en dollars. Nous on est en euros. Aujourd'hui, 1 euro fait 1,09 dollars. Si le 1 euro, peut-être demain il fera 1,20, ça impactera ta stratégie d'investissement. Si 1 euro égale 1 dollar, ça impactera aussi ta stratégie d'investissement. Bref, il faut que tu sois alerte au taux de change. Il faut que tu sois aussi alerte comment l'ETF sur lequel tu investis prend en compte ce taux de change. Donc là, tu vas devoir choisir un ETF soit sur lequel tu seras exposé à la monnaie locale, donc là tu auras un taux de change, soit un ETF sur lequel tu seras exposé à ta monnaie nationale et qui sera couvert avec les fluctuations monétaires. Il y en a un qui est plus risqué que d'autres. Il n'y en a pas un qui est mieux que l'autre, les deux sont différents, les deux conviennent à des profils d'investisseurs différents. Mais bref, ça, il faut que tu sois au courant de ça, parce que imagine, tu veux pas être exposé au risque de change, mais tu investis sur un ETF qui n'est pas couvert contre les fluctuations monétaires, et bah tu peux perdre de l'argent alors que ton ETF, il prend de la valeur, juste parce que tu n'es pas couvert contre le risque de change. Donc ça, il faut que tu sois au courant. Et si tu veux minimiser ton risque, il faut que tu ailles sur un ETF qui se back des fluctuations monétaires. Donc par exemple, l'ETF qui s'appelle iShares MSCI EAFI, donc avec le symbole EFA, c'est un ETF qui propose une exposition au marché développé en dehors des États-Unis, mais sans exposition au risque de taux de change. Ça, c'est un exemple. Si la devise étrangère pour 1 euro, ça change, bah ta rentabilité va aussi changer. Même si l'ETF sur lequel investit, lui, dans la devise dans laquelle c'est, ça prend de la valeur. Si le taux de change, devise étrangère, euro, il change, soit tu peux gagner plus, soit tu peux gagner moins, mais il faut que tu sois au courant de ça. Le 7e critère à prendre en compte, ça va être les frais de gestion. Donc les frais de gestion, c'est un des éléments qui permettent aux émetteurs de se rémunérer. Donc c'est eux qui ont fait ce travail d'un peu répliquer un marché, une industrie, un secteur avec un ETF. Donc il y a du travail et en contrepartie, donc ils sont rémunérés avec des frais de gestion. Et ces frais de gestion, ils vont impacter ta rentabilité. Et plus tu vas investir de manière longue sur cet ETF, plus il faut faire attention aux frais de gestion, parce que par exemple un écart entre 1 et 2%, peut-être à court terme sur 1000 euros tu verras pas trop la différence, mais si tu investis je sais pas 100 euros par mois sur 40 ans, ce 1% de différence sur le montant que tu auras dans 40 ans, il sera colossal. Et les émetteurs, ils se rémunèrent pas en one shot, les émetteurs, ils se rémunèrent sur le fait que tu investis sur des années, décennies avec eux, et c'est comme ça que les financiers en général sont hyper profitables. Ils sont profitables parce que les montants investis sont énormes, et c'est pour ça que les actifs sous gestion sont costauds, et même s'ils ont des frais de gestion qui sont, tu peux te dire ouais même 1%, 2% ou même des fois moins, tu dis ouais c'est pas grand chose, mais sur les montants d'actifs sous gestion qu'ils ont, c'est genre 1% d'un milliard, ça fait beaucoup d'argent. Donc c'est pour ça, tu auras, je pense pas 1 milliard d'euros à investir même si je te le souhaite, mais imagine tu as 100 000 euros, bah, une différence entre 1 et 2%, ça fait quand même beaucoup d'argent. 1% de 100 000 euros, ça fait 1000 euros, alors que 2% ça fait 2000 euros. Et 1000 euros, je pense que c'est toujours mieux de se les mettre dans sa poche que de les donner à un émetteur. Et pour donner un exemple d'un ETF qui réplique le marché américain, c'est l'ETF Schwab US Broad Market. Cet ETF, il suit les actions américaines, il offre des frais minimes. Donc par exemple, un qui a des frais faibles, je l'ai plus en tête exactement ce que c'est, je te le mettrai à l'écran, le montant exact des frais, mais ça c'est un exemple d'ETF avec des frais assez faibles. Le 8e critère à prendre en compte, ça va être le tracking error. En gros, comme je te l'ai dit, l'ETF il va dupliquer la performance d'un panier d'actions dans une géographie, secteur, industrie donnée, mais il va essayer de répliquer. Mais cette réplication, elle sera pas parfaite. Imagine, tu as un ETF qui suit le marché S&P 500. Sur un an, le S&P 500, il prend 10%. Ton ETF, ça se trouve, il va prendre 9%, puisque la corrélation, elle sera pas de 1 pour 1. Et c'est pour ça que, petite parenthèse, il y a des gars qui font de l'arbitrage. En gros, si par exemple, tu as 10% sur le vrai marché américain d'actions et que tu as 9% de cet ETF, tu as 1% où tu peux arbitrer. Et en gros, je sais pas exactement comment ils font, mais tu achètes l'un pour revendre l'autre et tu gagnes ce 1%. Voilà, mais après, il faut quand même pas mal d'argent. Mais bref, ce qu'il faut prendre en compte, c'est qu'il y a un tracking error et que c'est pas parfait. Le ETF, il va dupliquer très bien le marché mieux que toi, mais ça sera jamais vrai à 100%. Numéro 9, ça va être le prix de l'ETF. Par exemple, si tu as 100 euros à investir par mois dans des ETF, tu souhaites acheter un ETF qui coûte 200 euros, bah là, tu comprends bien et pas besoin de faire polytechnique pour comprendre que si tu as que 100 euros et que tu souhaites investir un truc qui vaut 200 euros, bah mathématiquement tu peux pas le faire. Donc quand tu es débutant, va plus sur des ETF qui sont à un prix faible, ça va te permettre d'investir, te faire la main et voilà, te faire la main et de pouvoir investir tous les mois de manière récurrente. Et enfin, le dernier critère, le critère numéro 10, c'est la composition et la détention des titres. Donc là, c'est vraiment si tu souhaites être beaucoup plus analytique dans ta strate d'investissement, ça va être donc dans l'ETF que tu as choisi, tu vas regarder vraiment plus en détail. Imagine tu choisis un ETF du S&P 500, et ben là, tu vas regarder un peu plus en détail qu'est-ce que fait chacune des entreprises. Et donc là,
tu vas vraiment minimiser ton risque parce que tu vas être hyper curieux, tu vas avoir énormément de connaissances sur ce que tu as investi et ce qu'il y a dedans sur lequel tu as investi. Mais le temps que ça va te prendre VS le pourcentage de rentabilité super que ça peut t'offrir, il va être très faible. Donc c'est bien si t'es hyper curieux, tu souhaites avoir plus de connaissances, mais si, comme je te l'ai dit, c'est le critère numéro 10, donc c'est les critères sur lesquels tu auras moins d'impact. C'est bien si t'es curieux, mais si tu souhaites avoir plus de rentabilité, je suis pas sûr que ce soit le meilleur investissement en tant que tu puisses faire. Donc voilà, pour te faire un rapide résumé, les 10 critères à prendre en compte, ça va être premièrement le type d'actif. Est-ce que c'est des actions, obligations, matières premières, crypto-monnaie? Le deuxième critère, ça va être le sous-jacent. Par exemple, si tu investis sur des actions, ça va être une industrie, une géographie, un secteur. Le troisième critère, ça va être l'émetteur, donc qui émet cet ETF. Plus cet émetteur est connu, moins tu vas prendre de risques. Le quatrième critère, ça va être le montant d'actifs sous gestion. Plus le montant d'actifs sous gestion, moins tu vas prendre de risques. La cinquième chose, ça va être la politique de dividende. Est-ce que c'est un ETF capitalisant ou non? La sixième chose, c'est est-ce qu'il est couvert par le taux de change? Est-ce que si tu investis sur un ETF sur un marché étranger, tu es exposé à la devise étrangère, oui ou non? Les frais de gestion, c'est un élément à prendre en compte, c'est l'élément rémunérateur de l'émetteur. Et plus il est élevé, du coup, moins ta performance nette elle va être élevée. Donc imagine si tu as un ETF par exemple, qui performe de 15% par an, si tu prennent 5%, au final tu vois que tu gagnes pas vraiment 15%. Donc fais attention aux frais de gestion. Le tracking error, c'est que s'il dit que cet ETF il suit un indice qui fait 10% par an, mais que l'ETF il fait 5%, même si 5% d'écart c'est énorme mais ça arrive pas. Mais bref, s'il dit que l'indice fait 10% et alors que l'ETF fait que 5%, tu gagnes pas 10%, tu gagnes 5%. Donc le tracking error, il est à prendre en compte. Ensuite le prix, si tu es un investisseur débutant, va plus sur des ETF qui ont un prix faible, même si tu peux avoir des montants d'actifs sous gestion un peu plus faibles, donc c'est un peu le trade-off à prendre en compte. Et enfin le numéro 10, si tu es vraiment curieux, va en profondeur, sois curieux sur l'ensemble des titres qui composent ton ETF. Donc voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, je t'invite à t'abonner, d'activer la cloche, bref, tu connais la musique. Et si tu as d'autres critères sur les ETF que toi tu utilises, n'hésite pas à me le dire en commentaire si tu souhaites que je fasse une vidéo en te présentant plus en détail, je sais pas, une stratégie d'investissement sans que je sois un conseiller en investissement, un type d'actif, un type d'entreprise, une analyse détaillée, je sais pas, de l'action Apple, LVMH. Bref, n'hésite pas à me dire ce que tu souhaites que je te présente en commentaire. Et bon voilà, si cette vidéo t'a plu, comme je te l'ai dit, n'hésite pas à t'abonner, à la liker et on se retrouve dans une prochaine vidéo dès la semaine prochaine. Allez, ciao!